Avant que l'on introduise cette table ronde, on va accueillir tout de suite, pour un propos préliminaire, Nicolas Dufresne, économiste et directeur de l'Institut Rousseau. Merci, Nicolas, d'être avec nous. Je vous donne la zapette. Installez-vous aussi si vous voulez. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette assistance très nombreuse à ces journées de la FEDEN. Je remercie vraiment toutes les équipes de la FEDEN pour leur invitation et je suis ravi d'être là pour introduire cette table ronde qui s'annonce passionnante sur la question des investissements dans la transition en période de tension budgétaire. Alors j'en suis d'autant plus heureux que l'Institut Rousseau, que j'ai le plaisir de diriger, partage avec la FEDEN une conviction forte qui est que la reconstruction écologique n'est pas tant une contrainte qu'une opportunité et une chance pour réussir finalement à réinventer notre rapport au monde, à l'environnement, à la ville, à l'énergie, au transport, etc. Et donc, évidemment, on peut se poser la question, eh bien, a-t-on les moyens de nos ambitions en matière de reconstruction écologique ? Et donc, dans cette brève introduction, je vais essayer de vous convaincre, ou en tout cas d'avancer l'idée, que les contraintes budgétaires ne doivent pas nous arrêter, et ceci pour toute une série de raisons que je vais détailler. Mais avant tout, je voulais vous montrer ce graphique qui en fait représente la synthèse d'un rapport qu'on a fait avec l'Institut Rousseau pour le Parlement européen qui portait sur l'ensemble des investissements publics et privés qui sont nécessaires pour atteindre la neutralité carbone. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que l'essentiel de l'investissement qui doit être fait pour atteindre la neutralité carbone, c'est de la réorientation d'investissements qui existent déjà. C'est les 1160 milliards d'euros. Mais pour que ça fonctionne et qu'on arrive pleinement au bout, eh bien, il faut rajouter une part d'investissement supplémentaire. Et cette part, elle est de 360 milliards d'euros par an, à peu près, évidemment, en fonction de l'inflation, le rapport à 2 ans désormais. Et on voit que ça fait à peu près 2,5% du PIB de l'Union européenne. Eh bien, 2,5%, c'est pas du tout inatteignable quand on sait que pour la défense, par exemple, on fixe aujourd'hui l'objectif de 3% du PIB dans la défense. Et puis, on sait aussi que finalement, le débat peut porter sur la part des investissements publics et des investissements privés. Alors, comme vous le voyez à travers ce graphique, eh bien, finalement, les investissements privés, la réorientation des investissements privés va occuper l'essentiel du financement. Mais pour la partie supplémentaire, eh bien, c'est là que la puissance publique a aussi un rôle très, très important à jouer, notamment pour amorcer des changements de comportement, pour permettre le développement, eh bien, dans les discussions qu'on va avoir pour la table ronde, j'imagine qu'on va parler bien sûr de réseaux de chaleur, de réseaux de froid, on vient de le voir dans la vidéo. Là, il y a un rôle important du fonds chaleur qui est aujourd'hui à un niveau très inférieur à ce qu'il devrait être. Et donc la puissance publique doit amorcer un certain nombre de dispositifs. Je pense aussi à la rénovation énergétique des logements. On sait qu'aujourd'hui, si on n'a pas un fort soutien, notamment pour les ménages modestes, eh bien la rénovation ne se fait pas. Et le rythme de rénovation globale qu'on a fixé, notamment dans les différentes stratégies, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, dans la stratégie nationale bas carbone, eh bien on n'y arrive pas parce qu'on manque là aussi de moyens. On voit qu'il y a des politiques de stop and go sur MaPrimeRénov', sur toute une série de dispositifs. Et ça, c'est préjudiciable à la bonne conduite de la transition écologique où il faut de la lisibilité, où il faut une forme de planification dans la durée. Alors, vous voyez aussi que tout le monde s'accorde aujourd'hui sur les volumes d'investissement
avec plus ou moins de parts publiques, mais vous voyez que les estimations de la Commission européenne sont très proches des nôtres, de celles de l'Institut Rousseau. On voit qu'au niveau français, les estimations du rapport Pisani-Ferry, de la Direction générale du Trésor ou d'I4C sont également assez proches en volume. Donc, finalement, la question du volume des investissements nécessaires n'est plus vraiment une question. Il commence à y avoir un consensus. Maintenant, c'est comment on trouve les financements. Et là, je voudrais vous montrer un autre graphique, parce que je pense que parfois, pour avancer, il est utile de regarder dans le rétroviseur. Et donc, on voit dans la période de l'après-guerre, le premier plan Monet, qui est ce plan qui représentait, en fait, finalement, presque 25% du PIB, un peu moins, 23,9% du PIB, en l'espace de 5 ans. C'est ça qui a été mis en place. Et donc, je voudrais rappeler qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la dette publique est de 200% du PIB, bien plus élevée que ce qu'elle est aujourd'hui. Et à ce moment-là, nos aïeux font preuve d'audace, ils mettent en place la sécurité sociale et ils font des plans d'investissement gigantesques. Alors vous voyez, les préoccupations n'étaient pas tout à fait les mêmes. On avait l'électricité, la sidérurgie, le ciment, mais déjà l'agriculture également, les logements également, et donc les transports. Et donc on a investi des sommes gigantesques. Et pourtant, l'accès au marché était moins facile. Alors bien sûr, on avait des mécanismes sur lesquels qui doivent nous interroger aujourd'hui. On avait des mécanismes de circuit du trésor, d'avance monétaire de la Banque centrale à l'État. Chaque année, le Parlement votait un plafond d'avance monétaire de la Banque centrale à l'État. Aujourd'hui, avec les traités européens, c'est pas si facile, mais on a fait preuve à une époque de créativité financière pour mener des volumes d'investissement très importants en partenariat entre le public et le privé. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut réinventer ce type de dispositif. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la Cour des comptes, notamment, nous a rappelé que si l'on ne faisait rien, eh bien le coût serait bien plus important que ce qu'il faut investir. Elle nous rappelle dans un rapport très récent qui est sorti en septembre de cette année que la France pourrait perdre jusqu'à 11 points de PIB si nous ne menions pas les investissements nécessaires dans la transition et dans l'adaptation. On voit aussi que lorsqu'on s'interroge sur la contrainte budgétaire, on se dit toujours, est-ce qu'on va avoir suffisamment de prêteurs pour amorcer la partie publique des investissements ? Et là, on s'aperçoit que finalement, même au plus fort des incertitudes politiques qu'on a connues ces derniers mois, le taux de couverture de la dette publique était toujours 3 à 6 fois supérieur à la demande de l'État. Donc on ne manque pas de prêteurs. Les prêteurs sont toujours là et malgré les dégradations de notes, ça ne change rien à la capacité de l'État français à emprunter et à investir. On dit aussi, on a cette crainte que le taux d'investissement, que le taux d'emprunt puisse exploser. Eh bien, là, vous voyez que finalement, eh bien, là aussi, la France n'est pas plus mal lotie que d'autres pays européens. Évidemment, l'Allemagne fait référence avec les taux les plus faibles, mais on continue d'emprunter moins cher que les États-Unis, moins cher que le Royaume-Uni, et à peu près équivalent à des pays comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Et donc, finalement, ce qu'on oublie trop souvent de dire sur cette question de l'emprunt public, c'est que les taux d'intérêt ne sont pas prioritairement définis par les marchés, ils sont prioritairement définis par la Banque centrale. C'est du côté de la Banque centrale qu'il faut regarder si on veut avoir le résultat des taux. Les marchés viennent rajouter une prime de risque, ce qu'on appelle, qui est plus ou moins modérée en fonction des périodes, mais
la base, c'est vraiment la Banque centrale qui le décide. Et aujourd'hui que l'inflation sous-jacente est revenue à un niveau inférieur à 1% en Europe, il serait peut-être temps que la Banque centrale aide à l'investissement en baissant ses taux, plutôt que de maintenir des taux très élevés qui portent aussi sur la question de l'endettement. Enfin, je voudrais finir en montrant ce graphique qui montre la charge d'intérêt de la dette publique. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'est pas très heureux de payer 60 milliards d'euros chaque année au marché financier. C'était moins il y a quelques temps. Mais en proportion du PIB, eh bien, c'est bien moindre que ce qu'on payait dans les années 90 et bien moindre que ce qu'on payait dans les années 80. Le graphique ne va pas jusque-là. Donc en réalité, on est dans une période où la charge de la dette est très faible historiquement. Historiquement, on est monté à des taux de 20% du budget de l'État en charge de la dette. Et donc finalement, vous voyez, je vous ai montré ces graphiques pour dire on ne manque pas de prêteurs. On a des taux qui pourraient être moindres, mais qui sont relativement modérés. On a une charge de la dette qui est relativement modérée. Et donc, rien ne nous empêche d'avoir la même audace que nos aïeux, c'est-à-dire d'investir massivement, comme l'avait prévu d'ailleurs la Commission européenne avec le Green Deal, qui se réalise doucement, on va dire. Et donc, il faut réussir à dépasser un peu ces contraintes. Je voudrais aussi dire qu'aujourd'hui, on a un besoin de lisibilité très fort sur les dépenses publiques de soutien. Parmi les entrepreneurs, dans le bâtiment, dans l'énergie, on n'en peut plus des politiques de stop and go qui manquent finalement leur cible. Alors nous, à l'Institut Rousseau, mais on n'est pas les seuls, on a proposé depuis longtemps que l'État mette en place une véritable loi pluriannuel de financement de la transition écologique. Ça existe en matière de défense, ça existe en matière de recherche, en matière de culture. Il ne manque que le faire en matière de transition écologique pour qu'on ait de la visibilité sur les dispositifs et qu'on puisse tous s'accorder sur la base des rapports qui ont été produits sur une vision commune à long terme avec les financements qui vont avec, même si on a un principe d'annualité budgétaire qui fait que ça ne reste qu'une indication. Voilà, je termine en disant que parmi les dispositifs qu'il faudrait vraiment soutenir dans cette loi pluriannuelle, il y a évidemment d'augmenter les crédits pour MaPrimeRénov' et pour la rénovation. Il y a évidemment augmenter les crédits du Fonds Chaleur, 800 millions d'euros aujourd'hui, alors qu'on estime qu'il faudrait au moins 1,5 milliard et dans l'idéal 3 milliards. Faire une table rase de l'ensemble des niches fiscales qui représentent quand même près de 16 milliards d'euros aujourd'hui dans le budget de l'État, qui sont favorables encore aux énergies fossiles. Et puis après, s'intéresser plus largement, mais là je livre ça en matière d'ouverture du débat, aux dispositifs monétaires, aux dispositifs financiers, aux règles prudentielles qui permettraient d'alléger le coût pour les énergies renouvelables, le coût du financement pour les énergies renouvelables, pour toute une série de dispositifs. Et ça, c'est ce qu'on voit que font des grands États dans le monde, les États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, la Chine avec d'autres leviers monétaires et budgétaires. Et il ne faut pas qu'on reste à la traîne de tout ça. Donc en conclusion, je pense que nous avons les compétences, il y en a de nombreuses ici, nous avons les outils, nous pouvons les imaginer. Il manque un peu de courage et de volonté politique et j'imagine que les intervenants vont en parler dans la table ronde. Merci beaucoup. Merci Nicolas Dufresne. On peut dire que vous avez un discours à contre-courant de l'actualité, de ce qu'on entend. Vous avez soufflé un peu d'optimisme. Je vais essayer. Bon, vous revenez en conclusion pour nous dire ce que vous avez pensé des débats et ce que vous en retenez. Alors voilà, titre de notre table ronde, je le rappelle, consigne investissement dans la transition et contraintes budgétaires. Alors on en parle depuis ce matin, la transition n'est pas une dépense, c'est un investissement qui engage notre compétitivité, notre souveraineté énergétique, nos émissions de CO2 sur le long terme. Mais voilà, comme on vient de le dire à l'instant, les finances publiques sont sous tension. Alors les questions clés aujourd'hui, c'est où mettre l'euro public pour obtenir le meilleur rendement climatique ?
Comment faire jouer l'effet levier des dispositifs comme le fonds chaleur? Quel montage, quels cadres européens peuvent fluidifier les projets plutôt que les freiner? On en parle avec nos internautes et intervenants. On accueille Anne-Catherine Loisier. Merci, madame la sénatrice de la Côte d'Or, d'être avec nous. Ah bah carrément, vous avez peur de rien. Je vous en prie, installez-vous sur le canapé. On va vous demander comment vous conciliez maîtrise des finances publiques et accélération de la transition. Est-ce qu'il faut faire des choix? Si oui, vous nous direz lesquels. Des acteurs du secteur de l'énergie nous rejoignent. Alors je vous préviens, vous avez un escalier, mais vous pouvez aussi faire un petit saut, comme Madame Loisier. Allez hop là. Merci Yann Courtula d'être avec nous, président de Rowit Unpower. Welcome. Voilà, pour suivre l'intervention de Yann, vous avez un casque qui vous a été distribué. Si ce n'est pas le cas, faites signe et on vous apportera le casque. Alors, avec nous, Thomas Lebeu, directeur général délégué de IDEX, qui prend pas de risque, qui prend l'escalier. Yann Roland, que l'on sait très sportif, on va voir s'il nous fait un triple saut ou pas. Yann Roland, directeur de Feden Réseau Chaleur et Froid. Merci à tous les deux. On vous demande, moi je vais me mettre ici, mettez-vous là, très bien. Voilà, merci d'avoir répondu à l'invitation de la FEDEN. Donc cette table ronde est divisée en 3 temps. On va d'abord dresser le constat, contraintes budgétaires et priorités d'investissement. Je vous demanderai ensuite comment financer et sécuriser ces projets. Et enfin, on vous entendra sur les fonds européens. Ça sera le temps de la conclusion. Alors, peut-être commencer avec vous, Madame la sénatrice, si vous voulez bien. Saisissez-vous du micro. Le gouvernement et les parlementaires le rappellent souvent, la transition, c'est pas un coût, c'est un investissement. Mais néanmoins, on a quand même l'impression que ça freine un petit peu. Il y a un vrai sujet aujourd'hui dans le contexte budgétaire qui pousse à la prudence, on a quand même l'impression. Donc, comment trouver l'équilibre dans cette équation complexe? Merci. Oui, je pense que c'est, je dirais, la question, la difficile question de la conciliation de ces enjeux qui se posent aujourd'hui aux parlementaires, c'est-à-dire comment provoquer ce choc d'innovation, de modernisation autour de la transition énergétique, écologique, d'une manière plus globale, dans un contexte où effectivement on a les caisses plutôt vides. Donc on a entendu le précédent intervenant qui nous propose, qui nous engage à être ambitieux. Je pense que nous le sommes tous, et forcément en tant que parlementaire, je réagis un peu quand on me parle de courage. Je veux dire, c'est pas tant une question de courage, c'est une question de savoir où on met le curseur par rapport à des arbitrages, parce qu'en même temps qu'il faut faire des efforts d'investissement dans la transition énergétique, bien sûr, dans un objectif d'autonomie, de souveraineté, de meilleure maîtrise aussi de nos capacités demain à fonctionner pour les entreprises ou alors pour des collectivités, à assurer les services, à assurer le logement, à assurer l'accès à l'énergie pour des locataires. Voilà, c'est un enjeu qui est majeur, mais derrière, il faut effectivement pouvoir aussi assumer sur tous les autres défis sociétaux, je ne sais pas, l'innovation, la digitalisation, la création de logements. Donc voilà, l'arbitrage politique, c'est ça. Donc, c'est pas une question forcément de courage ou d'ambition, c'est de savoir comment on arrive à faire avancer l'ensemble de ces sujets majeurs ensemble et pas un au détriment des autres. Donc, effectivement, pour le parlementaire et nous au Sénat, on s'est engagé sur ce sujet très en amont, puisque vous savez c'est le Parlement, le Sénat, et notamment mon collègue Daniel Gremillet qui a proposé il y a déjà de longs mois une première PPE, ne voyant pas arriver de projet de la part du gouvernement, pour effectivement que ce débat, il est là, il soit mis sur la table et qu'on puisse faire des arbitrages. Qu'est-ce qu'on veut comme énergie? Qu'est-ce qu'on privilégie? Et comment on accompagne ces choix? En fait, le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est en termes de stratégie. Et quelle stratégie on affiche et quel message on fait passer aux investisseurs pour qu'effectivement on puisse les engager à investir et investir durablement. Pour qu'on ait une stratégie durable, il faut effectivement que la PPE soit davantage claire sur ces sujets. Ouais, parce que sinon on reste Thomas Lebeu, dans un paradoxe. Ce paradoxe entre le besoin d'investir massivement et puis la contraction des marges budgétaires. Donc la question qu'on a en droit de se poser, c'est est-ce qu'on n'hypothèque pas actuellement notre transition énergétique ? Alors, hypothéquer, je ne sais pas, mais c'est toujours un peu... Enfin, je n'ai pas eu la chance d'être là ce matin et j'ai eu le plaisir d'échanger avec nombre d'entre vous à midi. Il y a toujours ce côté d'année en année un peu... qui pourrait être déprimant, de se dire on reste toujours à dire on a notre fonds chaleur
On se bat pour des millions d'euros en plus. Et c'est encore un peu plus inquiétant en ce moment avec le backlash écologique, là, cette petite musique qu'on a depuis, qu'on n'avait pas l'année dernière, alors qu'on avait déjà parlé de ces sujets-là. Alors je ne sais pas si c'est le drill à la française, mais on entend cette musique au début sur l'intermittent, sur le renouvelable intermittent, puis sur cette petite musique qui consiste à dire que finalement, en période compliquée, est-ce que la transition énergétique, c'est la priorité ? Et je pense que ça, c'est le premier point. Et nous, collectivement, on doit, ici, là, si on en est convaincus, tous se mobiliser pour vraiment dire que c'est un sujet important et que si c'est d'un retour en arrière, ça se fera sans nous. Et c'est d'autant plus déprimant, c'est que l'argent, les investisseurs, ils sont là. L'argent privé, il existe, il y en a beaucoup pour des infrastructures en général, beaucoup pour des infrastructures en particulier. Et le sujet, c'est pas ces capitaux. Le sujet, c'est la compétitivité du renouvelable versus le gaz. C'est ça le sujet. Et qu'on tourne dans tous les sens, il n'y a pas un grand nombre de solutions. La première, c'est soit on taxe. La deuxième, c'est soit on subventionne. Puis la troisième, c'est soit où on régule. Alors la taxation et la taxe, Madame la sénatrice, c'est toujours compliqué. Hein. C'est facile à dire à cette table. Complètement. Mais complètement. Mais en tout cas, vous parliez de priorité, c'est un sujet compliqué. La subvention, quand on est en période de disette budgétaire, c'est aussi compliqué. Mais je crois vraiment que le courage dont parlait l'interlocuteur, c'est M. Dufresne, c'était vraiment de se dire qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut ? Ce pays, il a réussi, dans le milieu des années 70, à équiper tout le pays en infrastructures d'assainissement. C'était pas évident de se dire qu'il fallait assainir. On a inventé des choses, alors c'était à l'époque, c'est moins adapté sans doute, mais c'est de dire il faudrait que polluer, ça coûte plus cher que de dépolluer. Donc ça, c'est de la réglementation. Et puis, les symboles, on les a pas trop, puisque ces dernières années, on l'avait dit l'année dernière, mais en 21 et 22, on a vu quand même une subvention aux fossiles énorme qu'il a sans doute fallu faire pour finir les fins de mois, mais on a quand même donné un siècle de fonds chaleur pour subventionner du fossile. Un siècle de fonds chaleur, entre 80 et 100 milliards versus les 800 millions. Donc je pense qu'ici, aujourd'hui, moi, je n'ai pas la solution, mais c'est qu'il faut qu'on se pose la question, soit on reste dans notre corner et de se dire on a nos 800, on espère avoir 1 milliard et puis on va se battre pour pas avoir 700, ou comme le disait l'interlocuteur avant, alors je suis d'accord avec vous, je ne sais pas si c'est du courage parce que nos élus locaux et les représentants nationaux font preuve pour la majeure partie de beaucoup de courage, mais en tout cas c'est ça l'enjeu. Soit on reste dans notre corner et puis on prend ça comme acquis, on râle, on se dit c'est pas bien, on n'a pas assez, ou soit on essaie peut-être de faire avancer nos idées et de vendre cet investissement, qui n'est pas un coût dans le budget, qui est un investissement, puisque ça a été très bien dit par M. Dufresne. Merci. Yann Rolland, qu'est-ce que l'on veut, nous demande Thomas Leboeuf. Qu'est-ce que l'on veut, en fait ? Ça veut dire que l'État, face à des contraintes budgétaires, il doit faire des choix. Et dans la transition énergétique, quel choix il faudrait faire ? Alors, je vais répondre d'une manière un peu plus large à la question. Dans la transition énergétique, moi, je porte évidemment la voix de ceux qui font des réseaux de chaleur et des réseaux de froid. Et j'ai envie quand même de partager avec vous quelques vérités sur le métier que nous, on connaît et qu'on a envie de partager avec vous. D'abord, un réseau de chaleur ou un réseau de froid, c'est bon pour la planète. C'est ça aussi la transition énergétique. Dans nos réseaux de chaleur, aujourd'hui, les énergies que nous distribuons aux Français pour faire de l'eau chaude ou du chauffage, elles sont décarbonées aux 2/3. Alors que quand ils se chauffent ou qu'ils utilisent de l'eau par ailleurs, elle est carbonée aux 2/3. Donc nos réseaux, cette transition énergétique, c'est bon pour la planète, c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler. C'est aussi bon pour le portefeuille des Français. La transition énergétique, ça peut être bon pour le portefeuille de nos concitoyens. Quand on a subi les variations extrêmement importantes des prix du gaz ces dernières années, notamment pendant la guerre en Ukraine, mais pas que, on mesure que nos solutions, pour lesquelles finalement le poids de l'énergie dans le prix final est relativement modeste, nos solutions de transition énergétique, elles permettent de garantir aux Français une facture de chauffage et d'eau chaude sanitaire stable dans le temps. Et donc ça, c'est quand même un atout. Et même aujourd'hui, avec des prix du gaz entre 30 et 35 euros le mégawattheure, les prix quotidiens,
nos solutions de réseau de chaleur, avec les aides publiques qui lui sont accordées, elles restent aujourd'hui très compétitives par rapport au gaz. Donc on est bon pour le portefeuille des Français aujourd'hui et surtout dans la durée. Et puis je dirais certainement, et c'est le troisième point, que ces investissements dans la transition énergétique, ils sont bons pour l'énergie locale. Si on est décarboné aux 2/3, c'est-à-dire qu'on ne fait pas venir des énergies fossiles de loin, c'est qu'on développe des énergies locales. Donc c'est l'économie locale qui se développe grâce à nos solutions. C'était le président de l'ADEME qui rappelait ce matin que 1 euro investi au travers des financements publics du Fonds Chaleur contribue à 2,8 euros investis localement. Et ce n'est pas pour les énergies qui viennent d'ailleurs, c'est pour des travaux, des investissements qui sont réalisés localement. Et je vais reprendre les chiffres de l'ADEME, puisque c'est eux qui les ont aujourd'hui publiés. Ils nous expliquent que lorsqu'on investit ces 2,8 euros, alors on va parler en milliards, c'est 2,8 milliards d'euros sur le plan local, on crée en termes de produit intérieur brut 1,8 milliard d'euros. Et quand on fait des calculs un peu savants, on se rend compte finalement que ça ramène en recettes fiscales pour l'État à peu près 900 millions d'euros. Donc à la fin, ce que le président de l'ADEME nous expliquait ce matin, son fonds chaleur et ses investissements publics, ils sont pratiquement finalement sans coût. Alors, c'est une manière de présenter les choses à l'échelle de l'État, puisque finalement au travers d'1 milliard d'euros amenés en termes de financement public, on crée des recettes fiscales quasiment à même hauteur, à 900 millions. Donc cette transition énergétique, c'est bon pour le climat, c'est une évidence, c'est bon pour le portefeuille des Français, il faut le rappeler, et puis quand même, c'est bon pour le développement des énergies locales et de l'économie locale. Donc tout ça, c'est très positif. Donc c'est un encouragement à aller plus loin. Très bien, merci. Avec nous, donc, je le disais, Janne Kertula. Janne, président Euroit on Power. Dans ce contexte budgétaire tendu que l'on vient de décrire, quel rôle peut jouer l'Union européenne? Comment elle peut soutenir les investissements dans la chaleur renouvelable? Thank you. Big part of my job is to go around, meet with people like yourselves, visit the events and try to understand the different challenges each member state has regarding heating networks and energy transition. It's not easy task as we have so different histories regarding heating especially. We are in different development phases. In the Nordics, we've been developing and we are already on the state where the networks are not growing. We are not expecting any new major investments. The green transition is already pretty much done. We already know the investments, etc. The investment decisions have been done. On the other hand, I visited Hungary. They expect that they can save 30% of their energy consumption only by renovating the existing buildings. That's their top priority. It's not the green transition. I was in September in Poland. They say that they can't do this. They can't do the transition. They don't have the money. They have coal, but they don't have the money. And then you have completely different discussion here. The good thing is that you definitely have potential in France. You have potential in the new investments. You have, what I hear, kind of common understanding that yes, this can be done. There is financing available, but it requires vision and stability on regulation. That's probably where European Union can help. European Union cannot help on financing. Union does not have the financing capabilities. But they can advise and do strategies like at the moment the heating and cooling strategy, which is under preparation in the European Commission, should be out in Q1 next year.
Fond Chaleur heat fund, something that you can be proud of. I hope that many of you who probably answer to the heating cooling strategy consultation, please mention that. It's something that European Commission could learn from. It could be given as an alternative or option for the member states to implement in their national strategies. But this is about the national member state strategies and actions and implementations. The European Union, because of the differences of the heating markets of the member states, of local resources and challenges, the European Union is not able to provide pan-European legislation or regulation for the heating. But they can support and advise and to make the level playing field for all actors. Merci Yann, merci beaucoup. On va rentrer dans le temps 2 de cette table ronde. Je vais vous demander comment financer et sécuriser les projets. Yann Rolland, on comprend qu'on rentre dans une situation budgétaire tendue sur plusieurs années. Donc ça pose la question, comme chaque année ici, on pose la question, bon, alors le fonds chaleur, combien cette année, est-ce que les fonds sont sécurisés ? Bon, ça devient compliqué. Le directeur de l'Institut Rousseau parlait à l'instant de l'idée émise d'aller sur un fonds qui serait pluriannuel. Est-ce que ça, c'est quelque chose que porte la FEDEM ? Oui. Ah, je suis surpris de la Alors, réponse. on serait évidemment ravis et on partage cette ambition, cette envie avec l'ADEME depuis des mois, voire des années. Nous n'avons aucune visibilité d'une année sur l'autre sur le montant du fonds chaleur. Et c'est évidemment une préoccupation pour nos entreprises, mais surtout pour les collectivités qui ont la charge de porter ces investissements à nos côtés, prendre des décisions d'investissement qui ne se prennent pas au jour le jour, mais sur le moyen terme, sans avoir la connaissance précise du montant des subventions dont elles vont pouvoir bénéficier, c'est évidemment une gageure. Et l'exemple qu'on a connu entre 2024 et 2025 est d'autant plus frappant. On a des collectivités qui, en 2024, ont délibéré sur la base d'un montant d'aide qu'elles présumaient acquis, et finalement, l'année suivante, les règles ayant changé, et le budget ayant été revu à la baisse, elles ont constaté que les projets sur lesquels elles avaient délibéré ne bénéficiaient pas des aides qu'elles attendaient, donc avec pour conséquence une augmentation du prix finalement pour l'usager final. Et j'entends Madame la sénatrice réagir à côté de moi. Pour des élus porteurs de la responsabilité de leurs concitoyens dans les collectivités, c'est vraiment pas une situation facile à accepter. On vote un projet dans un cadre qui est donné et puis on constate l'année suivante que ce cadre il n'est plus existant. Donc on a besoin de cette visibilité, c'est absolument essentiel. Mais au-delà de cette visibilité, moi j'insiste sur un point. Ce fonds chaleur, il a un objectif, c'est faire en sorte que nos énergies renouvelables, puisqu'on est décarboné aux 2/3, nous permettent finalement de distribuer une chaleur moins chère et plus compétitive que le gaz. Et donc que ces énergies fossiles qui viennent de loin. Donc on a besoin du fonds chaleur pour distribuer une énergie compétitive, et c'est ça l'essentiel. Qu'elle soit de 800 millions, 1 milliard, 1,5 milliard, je dis peu m'importe le montant, pour autant qu'il nous permette d'être compétitifs. Et aujourd'hui, on sait qu'on a besoin d'1 milliard. Catherine Loisier, vous vouliez réagir sur cette logique pluriannuelle ? C'est envisageable ? Vous la défendez ? C'est tout le débat autour de la programmation pluriannuelle énergétique que l'on a depuis déjà quelques années. Voilà. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le Sénat a proposé, mon collègue Daniel Gremillet, il y a déjà 2 ans, une PPE. Devant l'absence de proposition de l'État, on voit bien que c'est un projet qui tourne mais qui n'arrive pas encore à aboutir. Moi, je partage. Il faut
face à des investissements qui sont importants, colossaux, et qui, en plus, pour la collectivité, induisent une réflexion quand même dans le long terme. Parce que moi, pour ma part, j'ai fait un petit réseau de chaleur bois sur ma commune. Ça m'a pris quelques années, je dirais presque une dizaine, quoi. Donc, voilà, on s'inscrit dans la durée. Donc, c'est quand même bien de savoir où on va. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'on ne s'engagera pas sérieusement dans une véritable transition énergétique si on ne définit pas des programmation pluriannuelle de l'énergie avec un tableau de bord et une visibilité pour les acteurs. Bon, après, c'est un fait, je réagissais parce que c'est un fait que quand on est élu, moi j'ai 20 ans d'élu local aussi derrière moi, vous savez, les engagements d'un année sur l'autre, les dotations d'équipement rural, les DETR, pour ceux qui connaissent, bon, ça change, vous l'avez pas. Bon, enfin, les élus sont malheureusement depuis quelques années confrontés à cet aléa et à cette instabilité des soutiens, mais c'est vrai que sur ce sujet majeur de la transition énergétique, c'est absolument important. Et je voulais juste, si vous permettez, rajouter un point, c'est que les réseaux de chaleur, c'est aussi de l'emploi local. Et ça, les maires et les acteurs locaux, ils sont de plus en plus sensibles. Moi, j'ai observé aussi dans notre région, en Côte d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté, beaucoup de bailleurs sociaux qui s'engagent dans les réseaux de chaleur avec forcément cette volonté d'autonomie, de mieux maîtriser les prix ensuite pour les résidents, mais aussi cette volonté de s'inscrire dans un tissu local avec des partenaires autour d'eux, avec lesquels ils vont pouvoir faire prospérer, évoluer leur réseau. Donc oui, c'est un investissement aujourd'hui qui est, je pense, conçu comme stratégique et positif sur les territoires. Je crois qu'il y a une certaine maturité en fait des acteurs, et aujourd'hui l'investissement dans les réseaux de chaleur, c'est quelque chose qu'on cherche à faire. Il faut le faciliter financièrement, effectivement. Et si je peux me permettre d'ajouter et compléter ce que vous dites, Madame la sénatrice, en 2 chiffres, hein. Nos entreprises, et notre président le rappelait ce matin, c'est quand même plus de 60 000 emplois aujourd'hui en France dans le domaine de l'efficacité énergétique comme des réseaux de chaleur, et nous créons chaque année à l'échelle locale, plusieurs milliers d'emplois. Encore l'an dernier, c'est plus de 2000 emplois que nous avons créés en France. Donc voilà, ce sont des métiers, non délocalisables, proches des collectivités, proches du terrain, et qu'on est fiers de développer. Madame la sénatrice, une dernière question. On parlait tout à l'heure de prioriser. Vous souhaitez faire des choix dans la transition énergétique. Dans la PPE, forcément, il faudra qu'on fasse un certain nombre de choix. Et c'est vrai que le débat aujourd'hui, c'est de savoir, on doit le focaliser sur ce qui est effectivement les sources de pollution, en tout cas les sources les plus problématiques. Donc c'est vrai qu'on parle de la construction, du logement, du transport, effectivement. Donc je pense que tout ça, ça doit faire l'objet d'un débat dans le cadre de la PPE. Et derrière, je suis pleinement d'accord avec les différents intervenants, c'est qu'il faut qu'il y ait une lisibilité sur les financements. Et puis une lisibilité aussi territoriale, puisque j'observe que dans certaines commissions de répartition des aides de l'ADEME, par exemple, dans les territoires, on peut voir des choses évoluer d'un territoire à un autre. Alors, c'est à la fois bien, parce que je pense que chacun a ses singularités, ça peut être bien d'avoir ces outils d'accompagnement locaux. Bon, après, je crois qu'il faut être aussi vigilant, qu'il n'y ait pas trop d'hétérogénéité entre les territoires. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment, pour l'investisseur, un parcours qui soit le plus clair possible en termes de financement et en termes techniques et technologiques aussi, parce que pour les investisseurs, c'est pas toujours compliqué, pas toujours simple, mais ils sont bien accompagnés. Il y a eu là aussi beaucoup d'efforts sur le terrain au quotidien. Donc je crois que le chemin, il a quand même été fait, mais je suis pleinement d'accord avec vous. Il faut maintenant qu'il y ait une lisibilité financière et budgétaire. Thomas Lebœuf, vous avez dit tout à l'heure que l'argent privé est là, mais c'est le signal politique qui manque. Concrètement, quel levier il faut activer pour permettre de débloquer les investissements alors dans la chaleur renouvelable? Alors, comme je l'ai dit, hein, l'argent privé, il est là, il existe. Alors, je ne connais pas les chiffres cumulés, comme tu l'as fait, Yann, sur le nombre d'emplois, mais peut-être que vous pourrez nous les donner. Mais une entreprise comme IDEX, ça a investi 50 millions en 2020 et c'est 400 millions d'euros. Donc, avec tous les représentants ici, on investit beaucoup sur ces réseaux de chaleur. Et donc, ce n'est pas un sujet d'aller chercher des capitaux. Ça, c'est le premier point. On a la chance d'être dans un pays où on a des acteurs du territoire et du secteur qui sont compétents. Je pense notamment aux AMO, qui savent, qui connaissent, qui sont techniques, qui savent conseiller les collectivités, des industriels d'ailleurs. Mais là, on a plus un discours sur les collectivités, mais on a ça et c'est important. On a des élus qui veulent y aller, des élus locaux. Le dernier observatoire sur la transition énergétique là, qui a été publié par Ipsos, qui a auditionné 500 élus, en fait, dit que 2/3 des élus, ils ne veulent pas que la transition énergétique, en tout cas l'écologie au sens large sur le territoire, soit la variable d'ajustement pour leurs administrés.
et 3/4 d'entre eux sont ouverts pour travailler avec le privé. C'est pas vrai dans d'autres domaines, enfin l'eau typiquement, où il y a peut-être plus de polémiques. Donc les élus veulent y aller. On a les outils. Enfin, la délégation de services publics à la française, elle est mature, ça marche. On sait la gérer. Il y a des nouveaux dispositifs comme le marché, le MGPE-PD, le marché global de performance énergétique à paiement différé, qui peut aussi aider les collectivités. Donc tout ça, on l'a. Je pense qu'on peut réfléchir après à peut-être à autoriser des allongements de durée pour lisser les investissements. On peut trouver des nouvelles formes de prêts. On peut trouver des nouveaux montages mécaniques. Mais comme je le disais dans mon propos liminaire, c'est que c'est un peu déprimant parce qu'on a les sujets, les gens veulent y aller. On ne parle pas de sommes. Enfin, je laisserai Madame la sénatrice peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, des budgets dans d'autres domaines. On parle de 800 millions à 1 milliard ou 1,5 milliard ou même 3 milliards. C'est quelque chose qu'on peut trouver. Donc, il n'y a pas de recette miracle, mais encore une fois, je pense qu'ici, collectivement, et avec le soutien des représentants, il faut absolument qu'on puisse faire monter ça, puisque le sujet, c'est ce qu'a dit Yann Rolland, c'est simplement la compétitivité. Dès lors qu'on arrivera à faire basculer ça, des projets, il y en a plein. Je crois qu'il y a 16 milliards de projets identifiés dans la transition énergétique. Donc, c'est pas 3, 4. Et cette compétitivité, Yann Okartula, elle est contrariée aussi par les stop and go. On en a beaucoup parlé ce matin sur plusieurs tables rondes. Comment avancer malgré ces stop and go? Well, Energy Efficiency Directive is a very good initiative or framework from European Union, but it's not perfect. We have now the obligation to do the heat planning for all the municipalities above 45,000 inhabitants. So it covers quite a bit of the European cities. But it actually stops there. There's just a requirement for the planning, but what next? Now, this is exactly an example that we have framework that is not giving any vision, actually. It's not giving any certainty what will happen. It doesn't give authorities or companies the certainty to invest. Because, okay, we have the plan, very good, what next? We have some countries, some member states that have taken the next step already. In Finland, I spent half of my time in the same position as Jan, in Finnish National Association responsible for the heating market. We have created, together with the authorities, with the government, a vision for 2040. So it's together, the government, what are the national targets for green transition, and we give the means how to get there. So we have a common understanding in our society what needs to be done. It's not actually enough to give the certainty to the financiers yet. It's not legislation, it's not binding, but it's, let's say, the next step. Some countries, Germany, had their heat planning law already 2023, I think. And they do the heat planning for all cities, not only the big ones, but for all cities. So it gives us, the German industry, much better and clearer view what the market potential is. The Netherlands are taking even the further step. They have the heating law, which has passed already the parliament. It's now in Senate, expected now after the elections to be probably in Senate by the end of the year or something. But anyway, they have the heating plans taken to the next step, where there's also the implementation plan. They will divide each region where there is heat pumps, where there's still gas, and where there's district heating. So they will do the actual, they have the framework, which will then dictate also the level of investments. They will kind of have a clear vision what will happen. So I would say that there's a need for common understanding in each member state
what is your vision for 2040 regarding heating markets? What's your plan for 2055? Merci beaucoup Yann. Une petite conclusion à chacun avant qu'on retrouve le directeur de l'Institut Rousseau pour lui demander un peu ce qu'il a pensé de nos débats, de nos échanges. Yann Rolland, en conclusion. Alors, en conclusion, j'ai envie de dire que cette situation d'incertitude qui pèse sur les financements publics, elle a aussi, il faut essayer toujours de voir les choses d'une manière un peu positive, et c'est mon habitude. Elle a finalement pour opposer de pousser nos entreprises à faire de la compétitivité dans nos métiers. Si nous n'arrivons pas à avoir les financements pour nous permettre d'être compétitifs par rapport au gaz, peut-être que c'est à nous aussi de faire évoluer nos pratiques, d'être innovants, de travailler mieux pour investir dans de meilleures conditions et faire baisser aussi nos coûts. Donc voilà, la responsabilité n'est pas toujours ailleurs, elle est aussi pour partie chez nous. Charge à nous d'être plus compétitifs et de permettre finalement de faire des économies aussi sur notre manière d'aborder nos métiers, la transition énergétique. Quand les financements publics manquent, c'est peut-être une source supplémentaire de motivation des entreprises pour être plus compétitives. Bon, on va croiser le regard. Thomas Lebœuf. Bon, tout à fait d'accord. Je pense que quand on est chef d'entreprise, on doit créer plus de valeur et donc travailler. Et tout ce qui est contrainte extérieure doit nous y aider. Je pense que pour une note optimiste, on a vu quand même que beaucoup de planètes s'alignent sur ce sujet de la décarbonation. Et ça fait relativement consensus. Et moi, je trouve que les sommes qui manquent, alors qu'est-ce qui manque? Rêvons à 16 milliards. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque pas beaucoup. Et donc je pense qu'en trouvant et en avançant ensemble, on le trouvera. Et surtout que cette filière, je pense que les acteurs, vous l'avez dit, ont besoin de visibilité, peut-être d'avoir un plan. Et le plan, il n'y a rien de mieux quand un État a un plan pour que les investisseurs soient rassurés. Mais je pense qu'aussi, on ne l'a pas trop dit, cette filière, elle est très attractive. Enfin, on le voit. Je pense que ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, cette filière, pour plein de raisons. Elle est très, très attractive pour des raisons de conviction, pour des raisons de potentiel de la filière. Donc, l'horizon, il n'est pas que gris. Mais je continue à penser qu'il faut absolument qu'on continue, nous, parce que si nous, on lâche la barre, alors là, ça ira pas. Donc, qu'on continue à nous battre pour pousser par nos petits moyens à tous les idées que vous avez entendues des dizaines de fois, que j'ai essayé de répéter 3 fois, mais en tout cas, cette filière, elle a un bel avenir. Oui. Merci. Madame la sénatrice. Alors, je dirais, effectivement, une stratégie claire, lisible, pour que l'ensemble des acteurs et des investisseurs puissent avancer. 2, je constate quand même, ça ne vous satisfera pas, mais dans ces projets de budget, enfin des premiers chiffres dont on dispose, c'est quand même un des rares budgets qui ne diminue pas. Donc, ce n'est certainement pas une consolation pour vous, mais moi, je le remarque quand même, parce que je peux vous dire que sur beaucoup d'autres sujets, souveraineté alimentaire et autres, stratégique pour notre pays, ça diminue. Donc c'est quand même, ça montre l'intérêt et l'importance qui est construit. Alors, de là à le faire augmenter, j'ai bien compris vos attentes. Après, moi, je m'interroge aussi, puisque dans ces débats budgétaires, on parle beaucoup, d'ailleurs, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, de l'épargne des privés et des Français dont beaucoup lorgnent sur cette épargne. Et je me dis, comme ça a pu être fait dans certaines démarches participatives autour des énergies renouvelables, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement à se tourner davantage vers les Français en leur proposant, mais il y a beaucoup d'idées qui circulent là-dessus, sur des fonds en fait, de participation avec un capital garanti, si possible, voilà, mais des fonds de participation pour soutenir tous ces investissements stratégiques. Et enfin, je dirais, oui, les acteurs locaux, et on va le voir avec le renouvellement des mairies, ce que ça donnera, mais je pense que les nouvelles générations d'élus ont véritablement envie de s'engager dans la transition énergétique, et cette volonté s'appuiera aussi sur toute l'expérience qui a été engrangée, je le disais tout à l'heure, ces dernières années, cette maîtrise. Maintenant, on sait sur les territoires ce qu'on peut faire, ce qu'on peut moins faire, comment ça se passe. Pour les élus, ils ont je dirais, davantage confiance dans la démarche. Ils savent comment s'y engager. Donc moi, je pense que les choses peuvent évoluer positivement, même si, bien sûr, le contexte national et surtout international est compliqué. Merci. Yann Gertler, on vous donne
le dernier mot. Yeah, originally, one of the questions I usually get is what can you learn from the Nordics, for instance, where we are far away. I'm not going to tell you. I'm not that arrogant that I can tell you what you should do here in France. But we understand. We have a luxury in Finland that we have made the investments already, so we don't need the investment subsidies. But we understand that the investments are actually huge to the financiers, to the companies making the investments, and they are risky. The lead times, the building times are long. It takes a lot of time from the decision, when the decision has been made, until you have the first revenue. And even when you get the first revenue, you still have the uncertainty how it will grow. So it may take the 10 years you mentioned. And before you are in the steady business, that you have the normal rules of business for growing, for the profitability, etc. So yes, risk mitigation for those investments is critical. It has to be somehow managed. European Union has very limited capabilities to do that, as I mentioned already earlier. But yes, this is something where you actually can have, through your vision, something that you as a society can do. It's all on your own hands. Merci beaucoup. On va demander un petit exercice difficile maintenant au directeur de l'Institut Rousseau, Nicolas Dufresne, de venir en moins de 3 minutes les enseignements que vous tirez de cette table ronde. Merci beaucoup, et puis merci beaucoup aux intervenants pour leurs propos. Je pense donc très rapidement, en effet, je ne doute pas, Madame la sénatrice, de l'engagement des élus, de leur conviction, de leur compréhension. C'est en effet ce que j'interrogeais, était la question des priorités, en effet. Et je pense, et ça a été très bien rappelé dans la table ronde, que l'investissement dans la transition, notamment dans les réseaux d'énergie, dans beaucoup d'ailleurs de domaines de la transition, on évoquait brièvement la question de l'eau, c'est un cercle vertueux. Investir, ça nous permet de diminuer les coûts de l'énergie, ça nous permet de stabiliser les prix, ça nous permet d'assurer une indépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur, ça nous permet de libérer du pouvoir d'achat pour nos concitoyens, mais aussi pour les collectivités, les entreprises qui bénéficient de ces investissements. Ça permet d'augmenter, in fine, les recettes fiscales et les revenus. Et historiquement, à chaque fois qu'on a eu des périodes d'endettement très élevées, c'est en diluant les dettes par l'augmentation des revenus qu'on a réussi à s'en sortir. Ça, c'est ma conviction et je la livre ici. J'ai fait juste un petit exercice. Vous savez que l'ADEME dit qu'on peut créer de 300 000 à 900 000 emplois dans la transition. Si on prenait la fourchette basse, 300 000 emplois, ça représente 15 milliards d'euros de cotisations et d'impôts supplémentaires par an. Si on en créait 600 000, on réglerait, alors c'est un peu facile de le dire comme ça en ordre de grandeur, mais on réglerait le problème du trou de la Sécu. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que nous aurions intérêt, en matière de priorité, à regarder d'abord le cercle vertueux qui peut être entraîné par un engagement fort de la puissance publique et de l'ensemble des acteurs privés dans une forme de partenariat comme nous avions réussi à le faire pendant les 30 Glorieuses, avant de regarder prioritairement la contrainte budgétaire qui, j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, n'est peut-être pas si étouffante que ce qu'on peut craindre dans l'état des choses. Mais en tout cas, je ressens l'engagement de l'ensemble des acteurs et je trouve que ça, c'est extrêmement positif. Et quand on voit toute cette énergie, il faut que la puissance publique l'accompagne et la développe. Merci beaucoup, merci Nicolas pour votre concision. Merci à nos intervenants, merci Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, merci à Yann Cartoula, Yann Roland et Thomas Lebeu.